Voilà, mes chers amis, vous écoutez Radio Ici Maintenant sur 95.2 FM. Nous sommes avec Rémi Offray, syndicaliste ce soir. Et on a commencé à parler sur beaucoup de sujets très intéressants. On en a appris des choses. Mais si vous voulez bien, on va entrer dans le domaine de grève d'aujourd'hui, des problèmes de travailleurs. Surtout, Rémi, tu nous as précisé comme quoi certaines positions de gouvernement de Nicolas Sarkozy, ça ne convient pas avec les pensées que tu as, avec la gauche, soi-disant. Mais avant d'entrer dans ce débat, est-ce que actuellement, puisqu'on a parlé de filtration des extrêmes gauches dans le mouvement social des syndicats, est-ce qu'il y a des gens de droite aussi qui essayent de filtrer dedans et faire des choses ou non? Effectivement, bon, il est maintenant de notoriété publique. Ça a été vérifié d'ailleurs en plusieurs fédérations ou syndicats de la CFTC, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui d'ailleurs a fait un travail de nettoyage. Désolé, mais il faut bien utiliser ce mot-là, où il y avait des partisans d'extrême droite, du Front National ou de certains groupuscules d'extrême droite proches du Front National qui ont infiltré des syndicats pour véhiculer leurs idées, notamment des syndicats, essentiellement des syndicats de la CFTC, des syndicats de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Mais il est clair que au niveau de la Confédération française des travailleurs chrétiens, il n'y a pas de gens qui se revendiquent en tant que tels d'extrême droite, et ces dirigeants sont tout à fait honorables. Il n'y a pas de problème avec le niveau confédéral. Par contre, il y a eu des pénétrations d'extrême droite sur certains syndicats CFTC, c'est une réalité. Et certains syndicats également qui travaillent dans la sécurité, les métiers de sécurité liés aux vigiles, dans certains cas à la police nationale ou police municipale. Certains syndicats, pas seulement CFTC d'ailleurs, qui ont été un petit peu des syndicats CGC, la Confédération des cadres, qui ont été aussi pénétrés par des partisans du Front National et des groupuscules qui gravitent autour du Front National. Donc effectivement, l'extrême droite opère aussi de cette façon-là, mais l'extrême droite est moins puissante dans le mouvement syndical parce que le mouvement syndical, tout simplement, ses principes, ce sont des principes de progrès. Voire pour certains militants syndicalistes révolutionnaires, mais ce sont des principes vraiment progressistes destinés à obtenir plus de salaire, plus de droits sociaux, la possibilité de travailler moins pour gagner plus, à partir du moment où les richesses augmentent. Donc c'est plutôt une optique socialement très progressiste, les syndicats. Bon, il est vrai aussi qu'il y a des partisans d'extrême droite qui sont favorables à cela, bien entendu, mais en tout cas cette fonction progressiste limite un petit peu la pénétration de l'extrême droite dans le mouvement syndical français. Mais en tout cas, qu'on soit bien d'accord, globalement, l'extrême gauche est bien plus présente, l'extrême droite bien moins, mais de facto, les extrêmes ont tendance à refluer dans le mouvement syndical français. On voit très bien ce qui se passe à la CGT dirigée par Bernard Thibault. Les extrêmes ont très peu de place. On le voit également, bien entendu, ça n'existe pas, ou pratiquement pas, à la CFDT dirigée par François Chérec. Et à la CFTC, à part encore peut-être quelques syndicats qui sont pénétrés par l'extrême droite, mais la grande majorité des syndicats, y compris de la CFTC, peuvent avoir bien sûr des citoyens qui votent à droite, mais ça c'est leur droit le plus simple, mais il n'y a pas d'utilisation d'extrême droite des fédérations ni de la confédération CFTC, par exemple, c'est une évidence. Alors, actuellement, depuis peut-être certains temps, Rémi, à cause des crises économiques et des problèmes sociaux qui existent, surtout jour après jour, avec la modernisation du monde, il y a beaucoup de chômeurs, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a une autre société qui va être fermée d'ici lundi. Plus de 750 employés encore vont entrer en chômage. Est-ce que tous ces problèmes, toutes ces crises-là, puisque moi, j'étais témoin surtout sur cette antenne, et à droite à gauche aussi, de temps en temps, on a pu constater que certains militants de gauche, à cause des problèmes économique et social, ils changent de camp, ils deviennent de droite plutôt.
Est-ce que parmi les syndicalistes, tu as pu constater cet Non. événement? Alors aujourd'hui, je pense que la situation est tellement grave. On assiste depuis une vingtaine d'années à ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Mhm. C'est-à-dire presque tous les partis politiques, pratiquement tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, en majorité déplorent le manque d'une politique industrielle en France et en Europe. Mhm. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui a pris le pas dans l'économie, à un niveau qui n'avait jamais été atteint, ce sont les marchés. Alors il y a encore des gens qui se félicitent de l'action des marchés. Mhm. Par exemple, on a quelqu'un comme Alain Minc, qui est quand même soi-disant un intellectuel économiste, paraît-il proche de certains dirigeants du Parti socialiste, et je suis encore étonné de cela. En tout cas, qui était proche du Monde, mais le journal Le Monde a changé un peu, tant mieux. Eh bien, Alain Minc avait dit que la réforme des retraites, ça va satisfaire les marchés, donc c'est une nécessité. Sauf que cette financiarisation de l'économie, elle fait perdre des emplois. Elle fait perdre des emplois parce qu'il y a une déconnexion complète entre les marchés et l'industrie. Et la richesse, une partie de la richesse aujourd'hui se crée qu'à partir de la spéculation et de l'argent. Alors l'argent qui n'est créé qu'avec de l'argent, c'est un argent qui devient pourri. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec les subprimes. Les subprimes, c'est un montage particulièrement compliqué avec des produits financiers dérivés. Même d'ailleurs les ingénieurs en finance n'arrivent plus à savoir ce qu'il y a dans certains placements. C'est quand même la folie, ça. Et donc on a créé une espèce de financiarisation de l'économie qui n'a plus de lien entre l'investissement et la réalité de l'activité économique. Ça veut dire en clair que moi je ne suis pas contre la bourse. Je pense que la bourse doit jouer son rôle. La bourse, ça sert à financer l'économie réelle. Sauf qu'aujourd'hui, il y a la bourse, et il y a plein de marchés dérivés qui fonctionnent en vase clos, basés sur la spéculation, et qui détruisent des emplois tout simplement parce que on n'arrive pas à atteindre 15% de rentabilité annuelle. Or, dans une industrie normale, 15%, c'est un niveau qui devient inatteignable. On ne peut pas atteindre 15% de rendement. Or, les demandes de ceux qui possèdent, de certains actionnaires aujourd'hui et des marchés financiers, c'est de faire 10, 12, 15% de rentabilité. Dans une économie normale et normalement constituée, dans une économie basée aussi sur une industrie, y compris sur des commerces et sur des services, on ne peut plus dégager de telles marges. Ça devient impossible. La seule façon de dégager ces marges, c'est par la délocalisation des activités qui peuvent être délocalisées, parce qu'il ne faut pas se moquer de nous. En France, il y a très peu d'activités qui peuvent être délocalisées, contrairement à ce qu'on pense. La France, on sait très bien, n'est plus compétitive pour fabriquer des t-shirts, mais elle tire sa richesse économique plus du tout sur les t-shirts, mais sur les services, sur des produits à haute valeur ajoutée, sur la technologie, sur l'ingénierie, sur des services tels que l'eau, tels que le transport, tels que l'aéronautique, sur des services d'ingénierie intellectuelle. La France, elle tire son profit de ça. D'où l'importance d'avoir une école publique forte. Et ça, c'est un autre débat, mais les sujets sont bien entendu liés. Et donc, notre combat, il doit être contre les marchés. Et aujourd'hui, on doit lutter pour une régulation des marchés financiers, parce que ce sont les marchés financiers qui tuent les emplois. Et même quand les carnets de commandes sont momentanément peu remplis, on peut les remplir à nouveau, à condition que l'actionnaire, certains fonds de pension, et c'est quand même incroyable, que des fonds de pension qui doivent servir pour la retraite, eh bien, ils utilisent des méthodes pour supprimer des emplois. C'est quand même le comble. Vous avez des fonds de pension anglais, des fonds de pension américains qui placent dans des entreprises françaises, européennes ou mondiales, qui demandent pour leurs actionnaires, du moins pour leurs possédants, pour ceux qui possèdent dans les fonds de pension, des futurs retraités américains ou anglais, qui demandent des taux très élevés de rentabilité et qui, par leur choix stratégique, ces fonds de pension provoquent des licenciements, des fermetures d'entreprises, des ventes d'entreprises et des fermetures d'entreprises. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et on est en train de se détruire petit à petit, on est en train de détruire le socle social
euh, qui était la raison d'être de l'Europe, de la France et d'autres pays européens. Et je crois que les marchés, il faut les corriger. Il faut certainement briser les marchés financiers et faire en sorte que la finance retrouve le chemin de l'investissement dans l'industrie et les services. Vous écoutez 95.2 FM, Radio ici maintenant, mes chers amis. Voilà, vous pouvez commencer à participer dans notre débat. Moi-même, j'ai beaucoup de questions encore à poser à Rémi, mais vous pouvez commencer, mes chers amis. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Alors, on va recevoir Faisal. Rémi Faisal est avec nous. Faisal, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'émission. Franchement, excellent. Les arguments ils sont bien présentés, tout ça. Mon propre commentaire, je dirais, comme ma grand-mère, elle m'a toujours enseigné. C'est ma grand-mère. Bon. Elle est toujours vivante? Elle est là? Non, elle est... voilà. Alors, qui repart. Ouais. Le royaume de Dieu. C'est un peu ému que je dis ça. Ouais. En plus, elle m'a dit toujours, tu vas traduire, travail, travail de ta jeunesse pour ta vieillesse, mais enfin, c'est dans ce principe-là. Donc, tout ce qu'on donne dans notre jeunesse, on va certainement le recevoir quand on sera un peu moins capable de travailler, quoi. Donc, c'est ce principe-là qui doit prévaloir avant tout. Voilà. Tout comme monsieur, je crois que toutes les mauvaises actions d'aujourd'hui, on va les payer demain. Exact. C'est-à-dire que nous sommes là, on est dans la philosophie, mais pour le problème de retraite, c'est un problème, c'est pas un problème générationnel, c'est un problème de justice, c'est un problème de respect de soi-même et des autres, et bien entendu qu'il faut travailler pour, d'abord, notre travail d'aujourd'hui, c'est à payer les retraites d'aujourd'hui. Donc il faut que l'on soit optimiste. Une société qui doit retrouver son optimisme. Et ce qui est scandaleux dans ce débat sur les retraites, c'est que on nous dise, et moi ça me choque tous les jours, on nous dise que parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Et moi je suis convaincu, mais vraiment c'est une conviction qu'on peut expliquer par des raisonnements aussi économiques, mais je crois qu'il y a une espèce de mauvaise pensée. Le progrès ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. On a réduit le temps de travail, on n'a pas réduit les salaires. À la fin du 19e siècle, il y a des gens des gamins de 12 ans qui travaillaient dans les mines. Il y a des gens de 20 ans qui travaillaient 60 heures, 70 heures par semaine. Et aujourd'hui, parce qu'on vit plus longtemps, on devrait réduire notre espérance de vie en retraite. Alors que, je l'ai dit tout à l'heure à David Abbassi, alors que la richesse nationale est multipliée par 2 tous les 40 ans. Sur ce point-là, ça n'a rien à voir. Moi, je vais vous dire, ça a à voir à quelque chose. C'est qu'avant, en 1850, on consacrait, notamment en 1930, lors de la création des assurances sociales, des premières retraites, c'est 1930. On consacrait quasiment plus d'argent aux retraites qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un salarié qui travaille en France, eh bien, il produit 5 à 10 fois plus de richesse qu'un salarié il y a 50 ans. Ce qui signifie qu'il faut arrêter de raisonner en termes démographiques. Hier, c'est pas parce qu'il y avait 3 salariés
3 travailleurs pour un retraité qu'on pouvait payer les retraites. C'est parce qu'il y avait de la richesse qui était produite, et aujourd'hui, un salarié produit comme 5 salariés d'hier. Donc c'est bien une question de richesse qu'il faut répartir différemment, sans exploiter. Non, mais sans oui, non, mais je vois Vous comprenez mon raisonnement. Je ne vais pas pendre les patrons. Il ne s'agit pas de tenir des propos stupides du genre on va pendre les patrons, on va mettre tout le monde sous l'échafaud, on va collectiviser tout. On n'est pas du tout dans la collectivisation. Mon propos, c'est pas du communisme, c'est ni de la collectivisation, c'est du bon sens. Et moi, ce qui me choque, c'est que cette idée de dire, comme il n'y a plus qu'un actif pour un retraité, ben, il n'y a qu'à mettre 2 actifs pour un retraité. Résultat, eh ben, l'idée du gouvernement, c'est de faire travailler les gens plus longtemps. Allez voir aux États-Unis ce que ça fait. Moi, j'ai honte. Moi, je connais les États-Unis, j'ai honte.